Bon, je vais pas tarder, moi. La surdouée de la famille. Ah non, Odile, arrête. Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Ah, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non? Ah bon? Mais une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de? Paladru, 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 Paladru. Est-ce que les chevaliers paysans de l'an 1000 du lac de Paladru ont vraiment existé? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Hors les murs, le reportage de Passion médiéviste. Aujourd'hui, il fait beau, nous avons de la chance. On est sur les bords du lac de Paladru et je suis aujourd'hui avec Jocelyn Derbier. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors Jocelyn, tu es chargé de mission muséographique et recherche au musée archéologique du lac de Paladru. Et avec toi aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de ce lac. On va raconter que ce n'est pas juste une blague dans un film, mais qu'il y a bien une vraie histoire et des vraies recherches derrière. Donc déjà, est-ce que tu peux nous décrire où est-ce qu'on est et dans quelle partie du monde où est-ce qu'on se trouve ? Alors on se trouve dans la région Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère, au bord du lac de Paladru. C'est un lac qui est situé, pour faire court, presque à mi-chemin entre Grenoble, Lyon et Chambéry. Donc là, on est au bord de ce lac, pas très loin, on est à peu près à 300 mètres du premier site archéologique qui a été découvert sur le lac, enfin fouillé sur le lac, et dans un environnement qui recouvre en fait des petits pavillons de bord de lac, et puis bon, à proximité de nous, on a des bouées, quelques rares bateaux aujourd'hui, mais et un lac qui est très calme. Quel est le contexte historique de la région du lac de Paladru au début du XIe siècle ? Déjà, premier point, on n'est pas en France. On est dans le royaume de Bourgogne, qui est un royaume qui s'étend de la Bourgogne actuelle jusqu'en Provence, et qui va devenir terre d'empire, avant de devenir française, mais de manière beaucoup plus récente. La région est devenue française en 1349. Donc, dans ce royaume, ici au lac, on est à la frontière de trois évêchés, l'archevêché de Vienne, l'évêché de Grenoble et l'évêché de Belley. On est dans un comté qui est un petit comté carolingien qui s'appelle le comté de Sermorin. Et qu'est-ce qu'on connaissait de l'histoire de la région à cette époque, plus précisément, avant les fouilles archéologiques du lac de Paladru ? Globalement, très très peu de choses. Les textes sont lacunaires dans le meilleur des cas et absents dans la plupart des cas. La recherche ici, c'est sur d'autres sources qu'il a fallu l'établir, des sources archéologiques, avec des sites qui sont particulièrement bien conservés et qui nous ont apporté énormément de choses. Alors comment ont été découverts les restes archéologiques médiévaux du lac de Paladru qui finalement l'ont rendu connu dans la France entière ? Les premières découvertes, elles remontent au 19e siècle, sur un double phénomène. Il y a un premier phénomène qui est un intérêt global pour tous les lacs, qui part de Suisse dans les années 1850, et où on commence à découvrir des sites qu'on appelle palafitiques, avec des pieux plantés, qui sont pour la plupart des sites préhistoriques, proto-historiques. Les chercheurs et érudits locaux du 19e vont s'intéresser de près au lac. Pour le cas spécifique de Paladru, c'est dans les années 1860, à l'occasion d'une baisse anormale du niveau du lac qui est occasionnée en fait par la création d'un canal de sortie de ce lac et l'installation d'une écluse, que plusieurs vestiges vont être mis au jour et commencer à être exploités à la mode du 19e siècle, puisqu'en fait, c'est un site qui est au nord du lac, sur la commune de Montferrat, qui est le site des Grands Roseaux, où on a plusieurs centaines de pieux qui sortent encore aujourd'hui de l'eau. Les propriétaires du lac, j'ai précisé que le lac était privé, vont commencer à exploiter en fait le site archéologique pour en extraire des bois qui vont être utilisés pour de la marqueterie, notamment dans les châteaux des environs. Et un archéologue lyonnais, Ernest Chantre, va s'intéresser à ces découvertes, mais va surtout faire du ramassage d'objets et va faire une première publication
dans les années 1870, avec des planches de mobilier qui montrent ce qu'on va retrouver par la suite, mais notamment la présence d'objets en bois et d'objets métalliques très très bien conservés, puisque la particularité de ce lac, c'est aussi d'avoir une eau très pure, avec un pH presque neutre, qui fait que les éléments se conservent très bien. Et le dernier point pour cette conservation, c'est pourquoi est-ce qu'on trouve les choses bien conservées et sous l'eau. C'est qu'en fait, ce lac a la particularité d'avoir un bassin versant assez petit. Il est approvisionné par des petits cours d'eau. Il n'y a pas de gros affluents. Donc il est très sensible, même encore aujourd'hui, aux variations d'hygrométrie et de pluviométrie surtout. C'est un lac qui peut connaître jusqu'à 3 à 4 mètres de variation sur l'année de différence de niveau. Ah oui, quand même, donc ça explique certaines choses. Donc ça c'est un premier point. Sur le temps long, le lac a été soumis aux variations du climat. Et à certaines périodes historiques ou préhistoriques, le niveau du lac a baissé et des populations sont venues s'installer au bord du lac. Mais le climat a changé, le climat est redevenu plus humide et les populations ont dû partir. Donc on a affaire à des vestiges qui se sont retrouvés immergés. C'est aussi la chance, on a affaire à ce qu'on appelle en archéologie un ensemble clos, puisqu'on a des sites, en tout cas pour la période médiévale, qui ont une occupation très courte, puisqu'on est entre une trentaine et une quarantaine d'années au grand maximum de présence sur site, avec en fait, il y a 3 grands sites pour l'époque médiévale. Le site de Coltières sur la commune de Charavine, le site d'Ars, ou du pré d'Ars, sur la commune du Pin, enfin actuellement commune de Village du Lac. Et nous avons aussi le site des Grands Roseaux que j'ai déjà évoqué au nord du lac sur la commune de Montferrat. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas que des vestiges médiévaux dans le lac de Paladru. Les fameuses variations de niveau que j'ai évoquées ont fait que dès les premières traces de présence humaine pérenne, c'est-à-dire dès le néolithique, on a un habitat qui s'installe ici au bord du lac. Alors c'est au néolithique final, dans les années 2600 avant Jésus-Christ. Le site néolithique, c'est le site des Baigneurs, qui est sur la commune de Charavine. Il est à peu près à 500 mètres du site de Coltières, le site médiéval. Les 2 sites fouillés sont vraiment très très proches. Et la particularité, c'est que ce lac, il a fonctionné comme un enregistreur dans ses sédiments. On a fait des carottages qui permettent de voir ce qui s'est accumulé en sédiments dans le lac et d'avoir une idée de la présence humaine sur le temps long dans le lac. Donc on a les premiers impacts sur l'environnement au néolithique, avec l'ouverture du paysage, déforestation, mise en culture avec des présences de pollen de céréales. Puis par la suite, après le néolithique, le lac remonte. On a à nouveau une période où la zone est plutôt boisée et il faut attendre en fait la fin de l'âge du bronze, vers le 8e, 9e siècle avant notre ère, pour avoir à nouveau quelques petits indices de présence, mais ils sont vraiment très très ténus. Ensuite encore à l'époque romaine, où le niveau du lac baisse et où on a quelques implantations en bord de lac, mais assez modestes. On a plutôt affaire à des quais, des pêcheries, des installations pour traiter et cultiver le chanvre. Les abords du lac vont être relativement désertés à partir du 4e siècle de notre ère. On retrouve de la présence et un peu de déforestation à l'époque carolingienne, mais globalement, il y a une déprise au milieu du 9e siècle. La forêt reprend sa place. Quand arrivent les colons au début du 11e siècle, on a affaire à un paysage très boisé avec une forêt assez dense de chênes et de hêtres, particulièrement dans la zone où nous nous trouvons actuellement, là au bord du lac, qui a été exploité pour la construction du site de Coltières. Donc on l'a dit au début, au 19e siècle, on a eu des premières formes de fouilles. Mais les premières vraies fouilles archéologiques ont été menées à partir des années 70, c'est ça ? C'est ça, alors je vais faire un mini retour en arrière. Parce qu'il y a une petite étape qui est importante, c'est que les premières fouilles sont au 19e siècle. On repère le site des Grands Roseaux. En 1921, Hippolyte Muller, qui est le fondateur du musée dauphinois à Grenoble, et qui s'est intéressé à énormément de sites archéologiques dans la région, vient à Charavine et identifie coup sur coup et date de manière relative le site des Baigneurs, donc site néolithique, et le site de Coltières, site médiéval, qu'il qualifie de carolingien. Et globalement, à partir de Muller en 1921 jusqu'aux années 70, personne ne s'intéresse à ces sites. Et il faut attendre, en fait, au début des années 70, un projet de marina et d'aménagement de plage à Charavine. Michel Collardel, qui travaille à l'époque au musée dauphinois à Grenoble, est alerté de ces projets,
et sait parler notamment les carnets de Muller qui a des sites sur place et va s'attacher à, dans un premier temps, faire une opération de sauvetage. Il fait appel à un préhistorien, Aimé Bocquet, pour le site néolithique. Les sites de Coltière et des baigneurs sont fouillés à partir de 1972. Dans un premier temps, c'est des premiers tests, et puis très rapidement, il y a un problème, c'est que ces sites sont sous l'eau et qu'il faut développer une nouvelle méthode et une méthodologie totalement originale pour les aborder et arriver à les traiter. La particularité, c'est que le projet de port et de marina est complètement, littéralement tombé à l'eau. Les fouilles ont duré, et pas qu'un peu, puisque les fouilles pour le site néolithique ont duré de 72 à 86, et les fouilles pour le site médiéval de Coltière se sont étalées de 1972 à 2009 pour la sortie du dernier seau de sédiments du site, et 2012 pour les derniers travaux de relevé sur place. Les seaux arrivent ici depuis la fouille. Ils contiennent donc un sédiment qui n'a pas encore été tamisé et dans lequel il est difficile de reconnaître, sauf de très gros objets, quoi que ce soit. Ces seaux vont être ensuite emmenés vers le poste de tamisage. Où, grâce à ces jets, on va pouvoir éliminer les parties fines. Et à ce moment-là, on voit apparaître les petits morceaux de bois, les morceaux de céramique, les excréments d'animaux comme celui-ci, les graines, les noyaux, etc. Alors, comment ont été menées ces fouilles? Tu le disais, Jocelyn, effectivement, c'est des fouilles sous l'eau. Donc, j'imagine que là, les techniques archéologiques, donc là, on a dû aller, j'imagine, emprunter des techniques de l'archéologie sous-marine. Alors, ce n'est pas les techniques de l'archéologie sous-marine auxquelles on a fait appel, c'est aux techniques de l'archéologie terrestre. Tout le paradoxe ici, c'est qu'on a affaire à un site d'habitat stratifié, en place. Or, en mer, il n'y a pas de site d'habitat sous l'eau. On a des épaves, des sites de ce type-là, ou alors des aménagements de quais ou portuaires, mais rarement des sites d'habitat sous-marin. En fait, c'est une méthode qui a été mise au point en mixant différents éléments, mais sur la base d'éléments théoriques qui ont été mis au point sur les lacs du Bourget, lac d'Annecy, donc qui sont des lacs voisins, par Raymond Laurent dans les années 60, mais qui au départ étaient juste des méthodes pour arriver à se repérer sous l'eau, faire des relevés, prélever quelques petits éléments, mais pas véritablement fouiller. Là, la méthodologie va mettre en place quelque chose de particulier, puisque le site va être découpé à un maillage régulier. Alors, pas de carré comme on fait traditionnellement à terre, enfin, où on faisait traditionnellement à terre, mais des triangles qui permettent en fait de se repérer plus facilement sous l'eau. Beaucoup d'actions sont compliquées par le fait d'être en milieu immergé. Les points de repère sont pas faciles, ne serait-ce qu'avoir une horizontale sous l'eau, c'est pas simple. Donc avec 3 points de repère obligatoires, j'allais dire, avec ces 3 sommets de triangle, on arrive à faire beaucoup de choses avec une précision assez bonne. Le site a été découpé en maillage de triangles de 5 mètres de côté, eux-mêmes découpés en 25 petits triangles de 1 mètre de côté. Et ces triangles de 1 mètre de côté, 10 triangles métriques, qui sont tout petits, ils font 0,46 mètres carrés de surface. Ça a été l'unité de fouille de base et on a prélevé les sédiments pour ensuite les tamiser à terre et les observer à terre. Donc là, c'est vraiment une fouille en 2 temps avec un travail d'excavation, prélèvement, relevé in situ et ensuite d'examen des sédiments à terre. Et pour traiter, pour Coltière, les 1300 mètres carrés de site, il a fallu 40 ans. Et qu'est-ce que ces fouilles ont mis au jour? Ce que les fouilles ont mis au jour à Coltière, c'est un habitat formé de 3 bâtiments, entouré par une palissade de planches et de pieux, avec au nord un aménagement à l'extérieur de la palissade qui est interprété comme un atelier de charpenterie, où en fait, qui est l'espace où on venait échouer les troncs pour les travailler et ensuite les amener pour la construction. À l'intérieur de la palissade, donc on a 3 bâtiments, 2 bâtiments de plus petite taille qui ont des fonctions mixtes d'habitat et d'installation agricole et artisanale, et un grand bâtiment qui fait 10 mètres de côté, qui est un bâtiment très solidement ancré au sol sur des pieux en chêne et une semelle de fondation flottante. Alors c'est des madriers horizontaux qu'on a empilés jusqu'à refoulement dans la craie. Et l'interprétation aujourd'hui va vers la présence d'une tour, d'un bâtiment sous la forme,
structuriforme, on va dire, pour utiliser un vilain néologisme, qui domine l'ensemble et dans lequel on a trouvé globalement les éléments mobiliers les plus riches, même si la particularité de ce site, c'est d'être d'une grande richesse partout. Toutes les années de fouilles, jusqu'à la dernière, on livrait des trouvailles intéressantes, tant en matière de compréhension du site qu'en matière d'objets stricto sensu. Et qu'est-ce que ces fouilles ont permis d'apprendre sur l'histoire de ces personnes et combien de personnes vivaient dans ces bâtiments? Alors on estime la population probablement à une cinquantaine de personnes, hommes, femmes et enfants. On a dans les traces, j'allais dire touchantes, sur site, des traces des enfants, particulièrement avec une petite cuillère qui est mordillée par un nouveau-né. On a des formes de chaussures, dont une forme de chaussure de taille enfant. Donc on sait qu'il y a vraiment toutes les générations qui se retrouvent ici. Et donc la particularité, c'est qu'on a des traces matérielles qui nous parlent autour de beaucoup d'activités, avec aussi bien des vestiges, des productions agricoles. On a des traces d'outils, faucilles ou fragments d'arères. On a des traces d'activités artisanales. Malheureusement, les conditions de gisement font qu'il y a 2 petits fragments de tissu conservés, piégés dans des morceaux de cuir qui ont été conservés. A priori, la chimie du sol avec les fumiers dans lesquels il y a des excréments de porc ont été un peu actifs sur les textiles et ne les ont pas conservés. On a en artisanat du travail de tournage de bois, alors a priori pas sur le site, mais en tout cas des objets tournés en bois, comme les écuelles et des plats. On a du travail de tonnellerie, sachant que dans les trouvailles intéressantes, le travail de tamisage a permis d'aller jusque dans les petits détails. Et dans les petits détails, on a trouvé des pépins de raisin. Et dans les pépins de raisin, on a pu faire une analyse ADN de ce raisin. Et on a pu déterminer qu'il s'agissait bien d'un raisin vinifiable, et à savoir du cépage Mondeuse Blanche, qui est un cépage assez rare, mais qu'on trouve encore aujourd'hui en Savoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, bien évidemment, la métallurgie, qui est très important à Coltières, notamment la fabrication de couteaux. C'est sans doute le site, je vais être prétentieux, mais au monde, où on a trouvé le plus de lames de couteaux sur une aussi petite surface, puisqu'on en a trouvé plusieurs centaines, et dans tous les états, des couteaux neufs comme des couteaux usagés. On a des traces de fabrication en métallurgie d'objets courants, des traces de ferrage de chevaux, qui sont des animaux importants sur le site. On a des traces de fabrication d'armement. Enfin, il y a en tout cas une grande diversité dans les activités. Globalement, on a affaire à une communauté qui est autosuffisante et qui produit quasiment tout ce dont elle a besoin. Et est-ce qu'on sait pourquoi ces personnes sont venues s'installer sur le lac et aussi pourquoi elles sont reparties? Pourquoi en fait cette présence n'a duré que quelques dizaines d'années? Alors sur la présence de ces habitants, on en est surtout à l'état d'hypothèse. Mais l'idée aujourd'hui de l'équipe de chercheurs, c'est qu'on a affaire à une colonisation structurée. En fait, l'installation se passe au même moment sur les 3 sites que j'évoquais, donc Coltières, Ars, les Grands Roseaux. Donc, je n'ai pas dit les choses avec précision, mais grâce à la dendrochronologie et au cerne des arbres, on n'a pas de texte, mais on sait que ça a commencé en 1006. Donc on arrive à savoir précisément quand est-ce que ces populations se sont installées, mais on ne sait pas encore pourquoi. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi. On pense qu'elles sont venues de manière organisée. Le plan de Coltières est un plan très, très régulier. Ce qu'ont trouvé les colons en arrivant sur place, c'est des secteurs boisés qu'il a fallu défricher. Et des plages libérées dans la craie, en bordure de lac, dans des zones marécageuses. Donc la construction est intervenue en milieu marécageux. Ça demande des méthodologies particulières de construction et globalement, ça se rapproche des méthodes qu'on emploie pour construire des ponts ou des quais. Donc ça demande un maître d'œuvre qui a un certain savoir-faire et pas juste le charpentier du coin. Donc on a a priori une population qui est estimée à environ 300 personnes qui vient s'installer au bord du lac autour de l'année 1006. Aujourd'hui, l'idée c'est que cette colonisation du territoire a été orchestrée par le roi de Bourgogne dans l'objectif de tenir le terrain et que par la suite les descendants de ces colons aient donné lieu aux grandes familles locales. Enfin, ça fait partie des possibles. Donc ces personnes s'installent, on le voit, ils développent toute une activité et finalement, tu l'évoquais tout à l'heure, à cause d'une question climatique, à cause du niveau de l'eau, ils décident de repartir et c'est pour ça qu'on a autant de choses aujourd'hui? Tout à fait. Globalement, on a une période plutôt sèche
à la fin du Xe siècle, qui libère de vastes espaces en bordure de lac. Mais dès le début du XIe siècle, le climat commence à se détériorer, particulièrement dans les années 1020. Donc on sait par exemple que le bâtiment qu'on appelle le bâtiment 2 et une partie de la palissade ont été renforcés et restaurés dans ces années-là pour faire face déjà à une première montée des eaux du lac. Globalement, ils ont dû connaître une ou deux inondations. Et puis, à la fin des années 1030, on est un peu moins précis sur la date d'abandon, parce on n'a pas planté un pied pour dire ça y est, on s'en va. Les habitants sont obligés de partir parce que le niveau du lac se maintient de manière trop fréquente, trop haute. Donc, ils viennent sur place récupérer en fait tout ce qu'ils peuvent. Donc, les bâtiments sont démontés, une partie de la palissade est démontée, on récupère les bois d'œuvre. Ce qu'on a trouvé dans les couches sédimentaires, majoritairement, c'est des bouts de bois et énormément de chevilles cassés, brisés, coupés, qui sont issus du démontage des structures assemblées des bâtiments. Et puis aussi, on emmène tout ce qui est de valeur, le mobilier des maisons, les coffres. On emmène le gros outillage type charrue. On emmène l'enclume du forgeron qu'on n'a pas retrouvé. On perd des choses sur le site, mais il y a vraiment un travail de récupération intense qui est mené, mais qui permet quand même d'avoir des trouvailles en quantité, puisque globalement, si on prend en compte la céramique, on n'est pas loin de 10 000 pièces sorties du site. Tous les objets découverts sont généralement en doublon, triplon, il y a évidemment des pièces uniques, mais on a vraiment de tout, et souvent en quantité. Et alors maintenant, j'ai la question que tout le monde se pose forcément. Pourquoi on a appelé les habitants du lac de Paladru les chevaliers paysans? Parce qu'on dirait une blague, cette appellation, parce que forcément, à l'époque, on séparait un petit peu les chevaliers et paysans. Pourquoi là, ces deux mots ont été accolés pour les désigner? Donc ces chevaliers paysans, c'est une hypothèse qui a été formulée par les deux chercheurs du site, Éric Verdel et Michel Collardel, dans les années 90. Ils étaient face à un site qu'il fallait arriver à qualifier, et avec une problématique, c'est qu'on trouve des traces d'activités agricoles et artisanales de partout. On trouve des traces d'armement de partout sur le site, même s'il y a des zones à plus forte concentration que d'autres. Et l'impression qui se dégageait des données de fouilles, c'est l'impression d'une société assez égalitaire, on va dire, où tout le monde participe aux différentes tâches, même si probablement il y avait des spécialités. Même s'il y a une famille dominante dans le bâtiment principal, on a affaire à quelque chose d'assez homogène. Et d'où, comment qualifier ce site? Est-ce que c'est une grosse ferme? Mais la présence d'armement ne va pas trop dans ce sens-là. Et aussi la question de la tour, qui là implique en fait aussi dans le paysage quelque chose de militaire. Voilà, donc ça c'est l'interprétation qui va aujourd'hui dans ce sens-là. C'est un marqueur de quelqu'un qui est un petit peu plus puissant que les autres, mais de manière particulière. Et ils ont cherché comment qualifier ces gens. Ils se sont quand même appuyés sur de la documentation écrite, donc notamment en Auvergne et en Catalogne, où on a mention de gens qu'on appelle villani caballari, paysans cavaliers, ou milites alauder, guerriers aletiers, ou chevaliers aletiers. Donc on est quelque chose un peu à la charnière des deux, d'où cette appellation de chevalier paysan. On a peut-être affaire simplement à la frange la plus basse de la classe chevaleresque qui, en fait, à l'époque, au début du XIe siècle, est en gestation. Elle est en train de naître. Donc on est sur un modèle qui est sans doute un peu ambigu. Et il y a, dans un concile d'Ans, donc en région lyonnaise, de 1025, une mention qui est intéressante et qui va aussi dans ce sens-là, c'est qu'il est fait interdiction d'attaquer le chevalier qui travaille derrière la charrue. Au sens ce qui semblerait montrer que pour cette période-là, on est, pour certains guerriers, des activités autres, suivant les saisons de l'année et le moment de leur vie. Oui, là, on est loin de l'image du chevalier qu'on va avoir un peu plus tard. Le chevalier, voilà, vraiment avec tout l'équipement qu'on peut avoir en tête du chevalier. Là, c'est un peu une forme de proto-chevalerie. Oui, c'est tout à fait l'idée. C'est quelque chose d'un univers en gestation, mais on a en armement donc des lances, haches d'armes, des carreaux d'arbalète et des éléments de mécanisme d'arbalète en quantité. On est à l'époque où on interdit l'arbalète comme objet diabolique, parce que ça permet à quelqu'un qui n'a aucune formation militaire de pouvoir abattre n'importe qui. On a des traces d'épée sur le site. Alors, on n'a pas trouvé d'épée entière,
mais on a les indices assez parlants, c'est qu'on a trouvé un pommeau d'épée, il y a le fragment d'une pointe, donc les deux extrémités, et dans un espace vide qui se situe à côté du bâtiment 3, entre le bâtiment 3 et le grand bâtiment central, on a trouvé des éclats de métal qui ont été analysés, qui sont globalement un acier d'assez bonne qualité, qui peut correspondre qu'à un seul objet pour cette période-là, c'est des lames d'épée, et donc a priori on aurait eu des exercices d'escrime dans la cour du bâtiment. Donc ça fait partie des éléments qui renforcent l'idée d'une activité militaire réelle. Et il y a un autre aspect qui est important là-dessus, c'est l'aspect cavalier. Le cheval est un animal important, on ne le mange pas. Premier point, contrairement aux autres animaux élevés sur place. Il est présent sous forme d'indices avec des milliers de clous à ferrer, des fers à chevaux, à peu près tous les éléments de sellerie et de harnachement possibles, jusqu'à, dans les plus belles pièces sorties du site, un arçon de sel sculpté avec deux animaux fantastiques affrontés à une croix. Globalement, on a plus d'éléments d'ornementation liés au cheval que d'éléments d'ornementation féminine, par exemple, sur le site. Et c'est pareil, les écuries, elles ne sont pas n'importe où, elles sont situées sur le flanc de cette fameuse tour, ou en tout cas du bâtiment principal. Mais on n'a pas d'indice de bataille en fait autour du lac de Paladru. Peut-être ils n'ont pas eu le temps de se battre, mais est-ce qu'on a des indices sur à quoi a pu servir tout cet équipement ? Malheureusement non. Alors les textes sont absolument muets sur une quelconque guerre à cette période-là. On a plutôt affaire à une présence qui est là pour marquer un pouvoir et le marquer par une présence en armes. Alors pour quelles raisons précisément ? On manque de clés pour le lire et le décoder. Depuis tout à l'heure, Jocelyn, tu me parles beaucoup de toutes les traces matérielles, mais on n'a retrouvé aucun corps, aucune sépulture de ces personnes ? On a rarement les sites de sépulture sur les sites d'habitat s'il n'y a pas de présence religieuse. C'est ça, depuis tout à l'heure, je me demandais aussi, il n'y a pas de présence religieuse sur le site ? Donc on n'a pas d'église sur le site. Il y avait probablement une église sur le site d'Ars. A priori, le cimetière des habitants de Coltières, il est probablement pas très très loin, peut-être au niveau de ce qui va devenir le village de Charavine et l'emplacement de l'église actuelle du village de Charavine, mais globalement on n'en sait pas plus. On les a pas retrouvés physiquement, ces gens. Oui, et là on va pas s'amuser à creuser tout autour de l'église maintenant. Il y a eu tellement de constructions au fil des siècles que là c'est très dur de retrouver quelque chose. Là on retombe sur le vieil adage archéologique, qui fouillera verra, mais il n'y a pas de projet de fouille à cet endroit-là globalement. Si on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés, on sait pourquoi ils sont partis, à cause du climat, mais est-ce qu'on sait où ils sont partis ? Que sont devenus ces chevaliers paysans ? Alors là encore, on n'a pas de certitude, mais par contre il y a quelque chose de très intéressant dans le secteur, c'est que dans le pourtour du lac, on compte, alors de mémoire, 8 mottes castrales. C'est quoi une motte castrale ? Globalement, c'est dans des types de premiers châteaux qui sont constitués d'un amoncellement de terre sur lequel est élevée une tour en bois avec une palissade de bois autour, avec des bâtiments aménagés en partie basse. On trouve ça dans beaucoup de régions de France à partir du XIe siècle. On a sur le secteur assez proche de Coltières, donc à 2 km à vol d'oiseau, une très grande concentration de ces sites, puisqu'on en a 4. Sur la commune de Chirins, l'enceinte fortifiée du Châtelard, le château de Clermont, la motte de la Louvatière, la motte de la Poipe. Et un seul de ces 4 sites va donner un château qui va s'installer un château en pierre, mais beaucoup plus tardivement, et qui va durer pendant tout le Moyen-Âge et être démantelé au XVIIe siècle. Donc on peut imaginer que les chevaliers paysans qui avaient les pieds dans l'eau se sont dit bon, on va ailleurs, et seraient allés vers ces mottes castrales, mais on n'en est pas tout à fait sûr. On n'en est pas tout à fait sûr. Par contre, il s'avère qu'il y a eu des fouilles et des sondages sur la plupart sur plusieurs de ces mottes. On a affaire à un mobilier qui semble un petit peu plus récent que celui trouvé à Coltières. Donc l'idée, ça serait que les mottes suivent les habitats lacustres dans la région, même si on manque de données, parce que pour le coup, sur les sites de mottes, on n'a pas de précision de datation aussi fine que sur les sites lacustres, puisqu'on n'a pas la présence du bois conservé pour nous donner des datations fines. Est-ce qu'on a dans la région, ou même un petit peu plus loin, des sites comparables à Paladru en termes de richesse, de découverte, ou est-ce que c'est vraiment un cas particulier ? Alors ça reste un cas particulier, mais avec quand même des possibilités de comparaison. Il n'y a aucun exemple qui soit strictement identique, notamment comme ça un habitat de berge fortifié. Alors les exemples, il faut soit aller les chercher loin,
c'est pas dans la région. Pour arriver à interpréter le site et comprendre le mobilier, il a fallu aller notamment piocher dans la littérature archéologique d'Europe du Nord, du monde anglo-saxon, jusqu'en Russie, puisque par exemple il y a des bois conservés à Novgorod. Finalement, les comparaisons se font souvent pas tant par la typologie, on va dire, sociale du site, que par la typologie de conservation du site. Et puis quand même, il y a eu dans les années 2000 un site découvert en Gironde, à Pineuil, qui a été découvert dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, qui a été fouillée par l'INRAP, et qui lui présente beaucoup de points communs. Mais c'est pas un site de bord de lac, c'est un site de marécage, mais qui a une occupation plus longue que Coltières, et qui donne lieu à la création d'une motte pour le coup. Le lac de Paladru, il est quand même connu et les auditeurs de Passion médiéviste le connaissent parce que, vous l'entendez parfois dans le générique des épisodes de base, on parle de cette thèse des chevaliers paysans du lac de Paladru qui vient d'un film de Alain Resnais qui s'appelle On connaît la chanson. Mais Jocelyn, est-ce que tu sais pourquoi en fait on parle de cette thèse dans ce film? Qu'est-ce que cette thèse qui en fait, on a l'impression que c'est une fausse thèse, on dirait vraiment un faux sujet de thèse, mais alors que non, on va le voir tout à l'heure, c'est un vrai sujet. Pourquoi en fait on a parlé des chevaliers paysans dans ce film? Alors parce que les scénaristes recherchaient un sujet de thèse qui soit réel mais qui fasse un petit peu ridicule, il faut dire les choses telles qu'elles sont, enfin, pour la personne non avertie. Donc on est au début des années 90 et en accompagnement des publications scientifiques qui sortent pour la première fois autour du site de Coltières, on a la publication d'un livre qui s'appelle Chevalier paysan de l'an 1000, qui accompagne une exposition et qui raconte ces éléments-là. Donc le sujet est repris. Et pour la petite anecdote, on va rentrer dans la petite historiette. Michel Collardel, qui est le directeur de la fouille, apprend par des amis qu'il a eu une très bonne idée de faire parler de lui dans un film, mais sauf qu'il n'est pas au courant. Donc il va voir les producteurs, qui commencent par lui répondre, mais c'est le titre d'un livre, on fait bien comme on veut, on peut bien le prendre. Oui, mais vous n'avez pas cité ces auteurs. Un accord à l'amiable va être trouvé, il va y avoir 1 euro de dommages symboliques versés pour la fouille, et messieurs, mesdames Bakri et Jaoui vont venir à Charavine à l'occasion d'une inauguration à la Maison de Pays. Mais ils ont permis de rendre le lac peut-être encore plus... On a un oiseau qui nous chante dans les oreilles. Ils ont permis de rendre le lac encore plus connu qu'il n'était déjà. Donc c'est peut-être aussi... la publicité est utile quand même. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui à Paladru, qu'est-ce qui reste visible de ces restes médiévaux? Là, si quelqu'un vient aujourd'hui un peu comme on a fait au lac de Paladru et qui veut voir ces restes, et qu'est-ce qu'il peut voir ou qu'est-ce qu'il ne peut pas voir? Alors il ne peut pas voir grand-chose, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour 2 raisons, ou même 3 raisons. Première raison, alors en cette saison, le lac est haut, donc ce qui reste des vestiges est sous l'eau, ce qui est une complication certaine pour y accéder. À certaines périodes, notamment à l'automne, on peut voir dépasser des pieux hors de l'eau, mais ça s'arrête, ça va se limiter à ça, on va dire des bouts de bois desséchés qui dépassent de l'eau. Ensuite, il y a des choses qu'on ne peut plus voir à Coltières, puisque une des particularités qu'on oublie trop souvent de la fouille, c'est que l'archéologue est un historien qui brûle son objet d'étude au fur et à mesure qu'il l'étudie. Donc la couche, elle a été prélevée et les éléments, ils ont disparu. Il ne reste plus que les pieux de structures porteuses qui ont été laissés en place. Et puis, il y avait à Charavine un petit musée qui présentait une partie des vestiges et qui a fermé en 2018. Alors pas pour disparaître à jamais, bien au contraire. Il a fermé pour pouvoir réouvrir sous une nouvelle forme au nord du lac à Paladru. Il y a un bâtiment actuellement en construction et un nouveau musée archéologique qui devrait ouvrir ses portes en 2021. Ah oui, mais là j'ai hâte. J'ai hâte parce qu'effectivement c'est un peu frustrant. Aujourd'hui, quand on vient à Paladru, parce qu'il y a des pieux là qui dépassent, mais tu me disais, c'est que des pieux de délimitation de l'espace. Moi, je me suis dit, oh là là, c'est les pieux de Paladru. En fait, non, c'est pas du tout les pieux de Paladru. Non, les pieux qu'on voit actuellement sur le site de Coltières, ils ont été posés l'année dernière et ils sont là pour protéger le site des intrusions, et notamment parce que la particularité, c'est que c'est une zone de roselière et que c'est une zone de frais pour le poisson et de nidification pour
pour les oiseaux, donc c'est des espaces protégés. Donc, et en plus du nouveau musée, il y a quelque chose qui est attendu, à mon avis, par beaucoup de monde dans la communauté des médiévistes. C'est la synthèse globale sur les 40 ans de fouilles du site de Coltières. Donc Michel Collardel et Jean-Pierre Moine sont en train de préparer cela. Et globalement, si le calendrier le veut, tout devrait être tenu pour qu'en même temps que l'inauguration du musée, sorte cette nouvelle somme présentant tout le détail de la fouille, tout le détail de la richesse des découvertes, pour un site qui est un jalon et un marqueur pour la civilisation quotidienne, on va dire, à minima, du début du XIe siècle. À propos des fouilles, Jocelyn, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence, que tu as à un moment participé aux fouilles archéologiques sur le site, c'est ça? Tout à fait, parce que globalement, ces fouilles ont été conduites par, selon l'expression même de Michel Collardel, une armée de bénévoles, puis des gens rémunérés. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est que de 72 à 86, il y a eu 1 mois de fouilles par an sur le site de Coltières. À partir de 86, fin de la fouille du néolithique, il y a eu 2 mois de fouilles par an, juillet-août, sur le site de Coltières. Et là, sont venus se présenter. Enfin, je pense que énormément de gens qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'archéologie et des recherches médiévales sont passés comme étudiants ou chercheurs temporaires sur ce site, comme plongeurs, comme tamiseurs, comme trieurs de plateaux à la recherche du fameux pépin de raisin dont je parlais tout à l'heure, ou de la crotte de chèvre qui était très bien conservée elle aussi. Mais globalement, il y a aussi tout un volet aventure humaine qui a été assez important. Moi, pour ma part, j'y ai participé 13 ans et j'y ai rencontré beaucoup de gens, fini par encadrer les plongeurs dans le travail de suivi et de formation, puisque globalement, la particularité, c'est que ce chantier a été un chantier école sur lequel sont venus se former énormément d'étudiants, et pendant des années, même je pense que la plupart des archéologues plongeurs en France sont passés au moins une fois par Charavine et le site de Coltières. Et toi, est-ce que tu te rappelles avoir découvert quelque chose ou tamisé quelque chose de particulier au lac de Paladru? Ma plus grosse émotion, elle a été alors qu'on venait de sortir deux petites planches de chêne collées entre elles par du sédiment et du fumier. Il fallait les nettoyer pour pouvoir les dessiner et les reporter sur le plan. Je fais ce travail et au moment où je décolle les 2 planches, il s'est dégagé une odeur de fumier 1000 ans après. Et ça a été un petit choc. Tu t'es pris une odeur de fumier dans le nez à 1000 ans d'écart. Exactement. Donc ça a été une époque, une aventure il y a 1000 ans, mais qu'on voit que au XXe siècle, ça a aussi été une aventure au lac de Paladru. Dans le cadre de l'aventure humaine, ça a été une aventure scientifique particulière, dans la mesure où le site a donné lieu à un des premiers gros projets véritablement interdisciplinaires, faisant appel à des gens des sciences dures pour analyser, décoder ces sédiments. Et ce qui peut apparaître aujourd'hui comme une évidence en matière d'archéologie ou de recherche, il y a maintenant quasiment 50 ans en arrière, c'était pas une évidence du tout. Bon alors Jocelyn, même si on ne peut pas voir des restes médiévaux, sauf si vous tombez dans une période de sécheresse où là le lac est un peu plus bas et vous pouvez voir de loin, mais en faisant bien sûr attention, qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire si on vient au bord du lac de Paladru? Qu'est-ce qu'il y a de sympa à faire dans le coin? Là vraiment, est-ce que tu peux prendre une casquette office de tourisme que tu n'as pas, mais imaginons que tu nous donnes des petits conseils de choses à faire. Il y a tout ce qui est escapade et découverte, on va dire verte, vélo, marche autour du lac, où il y a beaucoup d'itinéraires pour se balader. Il y a toute une série de sites historiques et de sites médiévaux dans le secteur. Je pense notamment au château de Virieux, pas très loin, mais aussi au prieuré du Gaillet à Chirins, et puis de sites plus récents, comme le château de Lomprat, qui est une très belle demeure encore habitée à Saint-Jean-en-Valdaine. Et globalement, c'est un lieu qui peut se prêter à une pause quand on descend l'axe Rhône-Saône, faire un écart par la région du lac, c'est une possibilité pour voir autre chose et puis bientôt redécouvrir les chevaliers paysans et les autres habitants du lac dans le temps long de leur histoire. J'espère que cette balade au lac de Paladru vous a plu. Bientôt, je vous ferai écouter encore d'autres lieux. Vous allez découvrir ça dans les prochains mois.
En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste.